Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, chef de l'État, a effectué du 16 au 18 juillet dernier une visite de travail à Abuja, au Nigeria. Issoufou Mahamadou devrait prendre part au sommet spécial de l'Union africaine et au 43e sommet de la CEDEAO aux côtés de ses pairs africains. Les temps forts de cette visite, avant de suivre le film complet en partie magazine de ce journal, c'est avec nos envoyés spéciaux Hassan Adamou et Hayarabou. J'ai malheureusement démontré un aspect de mission de Quaker relativement à la question des financements de banque. Je trouve que notre conférence, notre sommet, doit, dans sa déclaration finale, s'engager à ce que le combat soit mené par rapport à l'adoption de taxes sur les transactions financières. Une partie de ces taxes pourrait servir non seulement à la lutte contre les droits pandémiques, comme c'est notre fruit, mais aussi servir à financer notre partie du développement de nos pays. À la primature, le chef du gouvernement a rompu le jeûne de ce jour avec les responsables des centrales syndicales. Il était question du suivi du protocole d'accord du 7 février dernier. Nous y reviendrons plus en détail dans nos éditions de demain. Et c'était hier qu'est intervenue la signature d'endossement du programme sectoriel de l'éducation et de la formation par les partenaires techniques et financiers et la signature du cadre partenarial entre le gouvernement, les partenaires du secteur de l'éducation et la société civile. Le temps fort de cette cérémonie avec Lamine Chari Madigou et Salif Garba. Le Niger s'achemine vers la mise en œuvre du programme sectoriel de l'éducation et de la formation PSF 2014-2024. En témoigne la cérémonie officielle de signature du cadre partenarial entre le gouvernement et le PTF d'une part et la signature du document d'endossement du PSF par les partenaires techniques et financiers et la société civile active en éducation en présence du Premier ministre chef du gouvernement. Au nom des ministres en charge de l'éducation nationale, Mme Ali Marem Alhaji Ibrahim a saisi cette occasion pour exprimer sa gratitude au chef du gouvernement pour son implication personnelle à toutes les étapes de l'élaboration du PSF et à l'endroit du chef de file des PTF, du secteur de l'éducation ainsi qu'au cadre du ministère pour la qualité du document et le rôle important joué dans l'aboutissement du programme. Cette cérémonie revêt à nos yeux une importance capitale car elle consacre la fin d'un long processus qui a duré 3 ans et au cours duquel les ministères en charge de l'éducation, les partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation et la société civile ont travaillé d'arrache-pied pour élaborer ce document qui est le PSF. Le programme sectoriel de l'éducation et de la formation 2014-2024, faut-il le rappeler, a été bâti sur le socle du programme décennal de développement de l'éducation, en prenant en compte les ambitions du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, les engagements pris par son Excellence le Premier ministre chef du gouvernement à travers sa déclaration de politique générale et les ambitions de la lettre de politique éducative adoptée le 31 mai 2012 par le gouvernement. Il s'inscrit dans une vision holistique de l'éducation qui met en cohérence les différents segments de notre système éducatif. La mise en œuvre de cet ambitieux programme nécessitera des efforts importants du gouvernement et un accompagnement soutenu de tous les partenaires de l'école, les bailleurs de fonds, la société civile, le secteur privé, les collectivités et les communautés. Ainsi, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui doit consacrer l'adhésion de tous ces partenaires au programme sectoriel de l'éducation et de la formation, une adhésion qui se matérialisera par la signature de la lettre d'endossement d'une part et la signature d'un cadre partenarial qui garantira une gouvernance transparente d'autre part.
Ces documents qui attestent d'un large consensus obtenu entre le gouvernement, les partenaires techniques et financiers et la société civile sur la question de l'éducation servira de support pour la requête que nous devons envoyer au partenariat mondial pour l'éducation et de support aussi pour le plaidoyer auprès des autres partenaires qui pourraient accompagner le secteur éducatif et de la formation. Le représentant résident de l'UNICEF, chef de file des PTF du secteur de l'éducation, a réaffirmé au cours de la cérémonie que les partenaires seront mobilisés autour du PSF, d'autant que leurs préoccupations sont prises en compte. Le rapport d'évaluation externe du programme a relevé les points de vigilance qui méritent une attention particulière de tous les acteurs et partenaires signataires du cadre partenarial et de la lettre d'endossement. Il s'agit en particulier, premièrement, le dispositif de pilotage et de suivi et évaluation du programme à travers la définition des missions d'attribution des structures qui seront mises en place à cet effet. Le deuxième point de vigilance concerne la stratégie de mise en œuvre du programme et des équipements pour lesquels on doit définir des modalités appropriées d'exécution. Le troisième point concerne le recrutement et la gestion du personnel enseignant, qui doit être fait à travers l'initiation d'un dialogue social franc avec des organisations représentatives des enseignants et des modalités d'implication des comités de gestion dans la gestion des enseignants au niveau local. Et enfin, le dernier point de vigilance concerne la formation initiale et continue des enseignants, car il s'agit d'une condition sine qua non pour assurer une qualité de l'éducation et de l'enseignement au Niger. Je voudrais, au nom de tous les partenaires techniques et financiers, une fois de plus vous féliciter et par ma voix déclarer solennellement notre engagement à mobiliser le maximum de ressources possibles pour la mise en œuvre effective de ce programme et d'accompagner le gouvernement dans son suivi et son évaluation. Je vous remercie. Les 245 organisations nationales regroupées au sein du cadre de concertation des organisations de la société civile actives en éducation ont placé cette action sous le signe de la responsabilité et de l'intérêt supérieur de la nation. Ce consensus historique entre l'État, les partenaires techniques et financiers et la société civile permet à notre pays de disposer d'un plan sectoriel de l'éducation. Il est la preuve suffisante que les Nigériens sont capables de transcender leurs divergences pour tendre collectivement vers l'essentiel, c'est-à-dire le développement de leur pays, pour peu que la volonté politique l'autorise et l'affirme conformément aux engagements du président de la République. Enfin, tout en prenant l'opinion nationale et internationale à témoin, je réaffirme l'engagement des cadres de concertation des organisations de la société civile active en éducation à s'investir en toute indépendance et avec les moyens d'action qui sont les siens à suivre la mise en œuvre de cet important chantier pour l'éducation et la formation au Niger. Le Premier ministre, chef du gouvernement Brigitte Raffini, se réjouit de l'adhésion de l'ensemble des acteurs et partenaires qui se matérialise par la signature de la lettre d'endossement et du cadre partenarial dans le processus de la mise en œuvre de la vision holistique du système éducatif nigérien. Je suis très heureux pour l'école nigérienne. Je suis fier du travail qui vient d'être abattu et de cette première phase laborieuse qui vient de prendre fin avec la signature de la lettre d'endossement et du cadre partenarial du programme sectoriel de l'éducation et de la formation. Je voudrais à ce stade féliciter très sincèrement l'ensemble des acteurs. Je tiens au nom du président de la République et au nom du gouvernement à vous remercier et à vous demander de continuer à nous accompagner et particulièrement dans la prochaine phase de mise en œuvre. Quant au gouvernement, vous le savez, il fait de l'éducation l'une de ses priorités, l'une de ses préoccupations essentielles. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, au cours du forum dernier sur l'éducation, nous avions déclaré l'année 2013-2014 année de l'éducation.
De par ces gestes des acteurs et partenaires de l'école nigérienne, le Niger aura un outil indispensable non seulement à la formulation de la requête au partenariat mondial pour l'éducation, mais aussi un support pour les plaidoyer auprès bien d'autres partenaires qui pourraient accompagner le secteur de l'éducation et de la formation. Il appartient donc aux acteurs et partenaires, à la manière de l'Agence française de développement, de concrétiser leur adhésion conformément aux engagements pris dans le cadre de la mise en œuvre du programme sectoriel de l'éducation et de la formation PSF. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Environnement en mission de travail dans la région de Tawa a pour sa première étape effectué des visites à Tintabaraden et Tawa. La synthèse avec nos reporters Hawa Mahmoudou et Laoli Sini. Après une absence de plusieurs mois pour des raisons de santé profondément ressenties par les populations de la région de Tawa et les meilleurs vœux d'un total rétablissement reçu de la part des plus hautes autorités de l'État et de tous les représentants des couches socio-professionnelles de la région, M. Amadou Ide, gouverneur de la région de Tawa, après avoir repris fonction il y a quelques jours, est sorti pour la première fois hier après-midi pour accueillir le ministre de l'Hydraulique et de l'Environnement, Issoufou Issaka. Amadou Ide était entouré pour l'occasion des autorités administratives et municipales, des autorités coutumières, des responsables des forces de défense et de sécurité, ainsi que des responsables de services techniques au niveau de la région. Agrin Issa, village situé à 6 km d'Etawa, c'est un accueil plein de chaleur que le ministre Issoufou Issaka, qu'accompagne pour la circonstance une forte délégation, a fait l'objet. Les départements de Tintabaraden et celui de Tawa ont constitué les premières étapes de cette visite, entreprise par le ministre de l'Hydraulique et de l'Environnement Issoufou Issaka, qu'accompagne pour la circonstance le secrétaire général de la région Yahya Tsankari, le président du conseil régional Adamou Illo, les responsables en charge de l'hydraulique et de l'environnement et ceux des forces de défense et de sécurité. Cette sortie précède du souci d'évaluer nous-mêmes l'état de mise en œuvre du programme national d'alimentation en eau potable et d'assainissement, lequel programme, il faut le dire, est la traduction en action concrète des engagements pris par son Excellence Monsieur le Président de la République dans le cadre de son programme de renaissance. Alors, au plan national, nous avons identifié un certain nombre de localités à l'intérieur desquelles des investissements devraient être réalisés. Et nous avons élaboré un programme de mission. Nous avons commencé par Dosso. Depuis hier, nous sommes dans la région de Tawa. Et ce matin, nous avons visité avec vous le réseau d'adduction d'eau potable au niveau de Tintabaraden. Là-bas, le problème qui se posait, c'est résumé à 3 problèmes. Nous avons un problème de capacité de production. Nous avons réalisé un forage pour doubler la capacité de production. Il y avait un problème de stockage. Nous avons réalisé un réservoir de 300 mètres cubes pour doubler là également la capacité de stockage, pour la porter à 600 mètres cubes. Il y a également un problème de distribution. Nous avons procédé à une extension du réseau. Et nous avons procédé à l'implantation de 260 branchements sociaux et de 5 bonnes fontaines. Et le réseau a été étendu sur environ 5 km. Alors actuellement nous sommes à Lakabamu pour visiter, réceptionner une mini AEP multivillage parce que nous avons rayonné pour desservir en eau 4 localités avec une population qui porte sur environ 10 000 habitants. Et là, au niveau de cette mini AEP multivillage, je venais de le dire tout à l'heure, c'est un investissement sur fonds propres de l'État. Donc nous avons procédé à la réception de ces infrastructures. Je peux vous dire que les travaux ont été exécutés dans les règles de l'art et dans les délais contractuels. Et le sentiment que j'ai à l'issue de cette visite, c'est un sentiment de satisfaction.
Le coût de l'ensemble des travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de Tintabaraden, hors étude de contrôle, s'élève à plus de 369 millions de francs CFA. Et pour la mini AEP multivillage de Waza, Allakabam, Tamax et Tapkinkaki, commune rurale de Takanamat, département de Tawa, le montant est à plus de 225 millions de francs CFA. Au vu de l'importance de ces travaux, le ministre Issoufou Issaka a rassuré les populations que l'eau, cette denrée rare, ne doit plus être source de problèmes. Avant de transmettre les salutations fraternelles, les plus hautes autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Mahamadou Issoufou, président de la République, chef de l'État, qui fait de la question d'eau une de ses priorités. Prenant à leur tour la parole, le maire, le préfet de Tintabaraden et celui de Tawa, chacun en ce qui le concerne, a, au nom des populations respectives, adressé la profonde gratitude et vifri Nassima aux autorités de la 7e République qui n'ont ménagé aucun effort pour la réalisation de ces travaux et la fin de cet épineux problème d'eau dans ces localités. Les populations visiblement satisfaites, sourire aux lèvres, témoignent ici leur joie. Notez aussi que le ministre a attiré l'attention des populations sur la question de sécurité qui sans laquelle rien n'est possible. Enfin, M. Issoufou Issaka a rendu une visite de courtoisie à l'honneur au chef du canton de Tawa, Elhadji Adou Moussa, et à celui du groupement Peul, Elhadji Amadou Dey. Il sera demain, Inch'Allah, l'hôte des populations du département de Lila. La fondation du groupe Atlantique a procédé ce matin à la remise d'un important don aux sinistrés des inondations de 2012, définitivement installés sur le site de Seno, dans le 5e arrondissement de Niamey. Le don est composé d'une case de santé équipée de vivres, de moulins à grains, ainsi qu'une route latéritique pour désenclaver la zone. Reportage Gérard Ablaziz et Mahamadou Adamou. Seno, ce site situé au 5e arrondissement de Niamey, où le gouvernorat de la région de Niamey a pu difficilement installer définitivement 791 ménages sinistrés des inondations de 2012 des quartiers Karagé, Kirkos, Nongare et Loamorde, devient progressivement un nouveau quartier grâce aux infrastructures et aux appuis offerts par de bonnes volontés comme la Fondation Atlantique qui n'est pas à sa première intervention de ce genre et ses partenaires. Dans un souci de continuité et de suivi de ces actions, nous avons été amenés à constater que ces populations ont encore besoin d'aide et elles ont besoin de nous. Ainsi, le don que nous faisons aujourd'hui est composé d'une case de santé entièrement équipée pour une valeur de 6 900 000, 4 moulins à grains pour une valeur de 4 700 000, 470 sacs de riz pour une valeur de 2 500 000, un lot de médicaments offert par l'ONPPC et la clinique Afoua, une route latéritique cofinancée par la Sopamine et la ville de Niamey pour une valeur respective de 3 millions et 14 560 000. Dans la mise en œuvre de ce noble projet, nous avons fait appel à des partenaires afin de nous permettre de poser un acte fort et durable. Je voudrais remercier la Sopamine à travers son directeur général, M. Barke Mahaman Mustafa, la ville de Niamey à travers son directeur, M. Omar Dogari, qui n'ont pas hésité à cofinancer conjointement la réalisation de la piste pour désenclaver le village de Seno. La société Sati Immobilière, qui a été le maître d'ouvrage de la case de santé et qui a déployé d'énormes efforts pour livrer le bâtiment en 15 jours. L'ONPPC et la clinique Afoua ont spontanément contribué en offrant un stock important de médicaments. Cette aide aux habitants de Seno a été hautement appréciée par les bénéficiaires qui ont présenté leur gratitude à la Fondation Atlantique et à ses partenaires par le billet du maire du 5e arrondissement de Niamey, Issa Hammani, et la gouverneure de la région, Mme Kane Aïchatou Boulama. Quant à la ministre en charge de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, elle a salué les actions de la Banque Atlantique et a présenté la reconnaissance des autorités nigériennes. Nous saluons aujourd'hui les actions de la Banque Atlantique qui a choisi le site du quartier Seno, qui regroupe les anciens habitants des quartiers Karagé, Kirkusoy, Nongare et Lamorde, afin de soulager ces populations
qui hier étaient en détresse vont retrouver aujourd'hui la joie de vivre avec cette case de santé flambant neuf, ces moulins et ces vivres dont la remise coïncide avec le mois béni de Ramadan. Nous voudrions, au nom du gouvernement de la 7e République, remercier également solennellement les responsables de la Fondation Atlantique et particulièrement la directrice générale de Atlantic Bank pour avoir mis en œuvre le projet qui consiste à apporter aux familles déplacées sur le village de Seno une assistance pour améliorer leurs conditions de vie. En 2012, c'est un rappel, les inondations causées par les pluies diluviennes dans certaines régions du Niger, surtout Niamey, ont amené les autorités nigériennes et leurs partenaires à recaser 63 000 ménages sinistrés dans des sites aménagés. 436 de ces ménages ont déjà bénéficié de matelas, nattes, moustiquaires imprégnés, farine de manioc, sucre et lait de la part de la Fondation Atlantique. Au Niger, le groupe Atlantique s'est inscrit dans le développement durable à travers la conduite d'actions de responsabilité sociétale avec en 2010 un don de moustiquaires et de vivres aux populations de Torodi et en 2011 l'organisation de consultations foraines et la distribution de médicaments aux populations de Kolo. Le ministre de la Santé publique a lui procédé ce matin toujours à l'inauguration du centre de santé intégré de l'IFTIC dans le premier arrondissement de Niamey. C'était en présence de nos reporters Djouari Isaka et Hadiza Hamidine. Ce don du ministère de la Communication à l'endroit du ministère de la Santé publique est un centre de santé intégré au sein de l'Institut de la formation technique de l'information et de la communication. Ce centre de santé est destiné aux enseignants, étudiants et personnels de l'IFTIC et surtout accessible aux populations vulnérables des environs. Je voudrais saisir cet instant solennel pour féliciter la direction générale, le personnel de l'IFTIC et remercier tous les invités pour leur présence massive. Il s'agit là une fois de plus de la traduction de votre attachement à tout ce qui touche à la vie socio-sanitaire de nos populations. Le gouvernement de ma 7e République, par ma voix, vous en sait gré, car cet engagement volontariste participe à la mise en œuvre de la déclaration de politique générale de son Excellence Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement. L'idée au départ était de disposer juste d'un local, de mettre un personnel et des produits et faire une utilisation à usage d'infirmerie au profit de l'école fréquentée par 14 nationalités, 400 étudiants, 146 professeurs et une centaine d'agents de l'État. Mesdames et messieurs, je voudrais, en cette heureuse circonstance, remercier au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issou Mahamadou, le ministre Salifou Labo Boucher, pour sa bienveillante complicité, Kamed Abdoulaye, DG de l'IFTIC et son staff, pour leur esprit d'initiative. Merci du fond du cœur à tous et à toutes pour avoir contribué à la réalisation de l'opération désenclavement sanitaire de la Corniche, et c'est sur cette note que je déclare ouvert le centre de santé intégré IFTIC. Pour le directeur de l'IFTIC, ces genres d'actions doivent se multiplier pour permettre à toute la population nigérienne un accès équitable aux soins de santé. Et au-delà de cet accès aux soins de santé, une suggestion a été adressée au ministère de l'Éducation nationale pour qu'en rapport avec celui de la santé, en rapport avec le ministère de la Communication, il crée les conditions pour construire une école à côté, de manière à permettre aux enfants de ces populations riveraines de ce fleuve d'accéder également à l'école, aux soins de santé. La cérémonie a pris fin avec la coupure de ruban et la visite des locaux du centre qui est équipé de 5 salles et d'un laboratoire. Un véritable ouf de soulagement pour ces populations. Dans la recherche de pistes pour une sécurité alimentaire au Niger, les différents acteurs du secteur de l'élevage valident 2 études, l'une sur la stratégie socio-économique dans la gestion du cheptel bétail et l'autre sur le potentiel viande.
et l'autre sur le potentiel de valorisation de la viande, cela à travers un atelier qui a ouvert ses travaux ce matin à Niamey, compte rendu Sain Ismaël Ibrahim et Issoufou Suleiman. Malgré des atouts et une place importante dans l'économie nationale, le sous-secteur de l'élevage reste confronté à des défis de taille, dont les résolutions passent entre autres par une bonne stratégie socio-économique dans la gestion du capital bétail et sur le potentiel de valorisation des viandes, objet du présent atelier. L'un des objectifs du programme, c'est de contribuer au développement des aménagements pastoraux dans notre zone d'intervention et la valorisation des productions animales. À ce titre, il est important pour le programme de mener des études permettant non seulement de recueillir les avis des principaux acteurs de l'ensemble des filières que nous appuyons, mais aussi et surtout de faire des propositions permettant aux uns et aux autres d'avoir une meilleure valeur ajoutée de leurs activités. C'est à ce titre que ces deux études ont été lancées au niveau des 3 régions où nous intervenons, à savoir Dosso, Tawa et Maradi. Nous avons voulu la participation de tous à la validation de ces études parce que le ministère de l'élevage, comme vous venez de l'entendre, pas du secrétaire régional du ministère, va se saisir des résultats de ces études pour conduire les stratégies que le ministère vient de valider. Donc c'est là la contribution du programme à la valorisation des produits et au développement des stratégies que les éleveurs doivent développer pour tirer un meilleur parti de leur activité. Les deux thématiques sont la résultante de la stratégie de développement durable de l'élevage SDDE, élaborée et adoptée récemment et dont l'un des principaux axes d'intervention reste l'accroissement, la diversification et la valorisation des productions animales. Vous convenez ainsi avec moi que les deux études objets de notre rencontre viennent à un moment opportun où les différents acteurs du secteur s'engagent à faire de l'élevage un levier sûr dans la recherche de la sécurité alimentaire pour l'ensemble du peuple du Niger. C'est dire aussi que le ministère de l'élevage est attentif aux résultats de ces études que vous aurez à examiner avec parcimonie au cours de cette journée. À cet égard, au vu de la qualité des participants, je reste confiant et je fonde l'espoir que les conclusions de vos travaux seront à la hauteur de nos attentes. Je tiens aussi à vous assurer que le ministère de l'élevage fera de ces documents les siens une fois validés et mobilisera ses compétences et ressources pour leur exploitation. L'élevage pour lequel le Niger a un avantage comparatif indéniable dans la sous-région ouest africaine constitue à plus de 11% du PIB national et à plus de 25% du budget des ménages. C'est ce matin que s'est ouverte à Agadez l'Assemblée générale élective de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT. Il est notamment attendu de ces assises la mise en place d'un nouveau bureau, compte rendu Mohamed Djingare et Lawali Yahya. Ambiance de fête à Agadez à l'occasion de la tenue de cette Assemblée générale élective de la Fédération nigérienne de football. Ce jour 20 juillet prend fin le mandat du colonel Pelé à la tête de la FENIFOOT. Alors l'instance dirigeante du football nigérien doit impérativement procéder au renouvellement d'un nouveau bureau. Pour cela, le président sortant, Jibrillahim Hamidou dit colonel Pelé, candidat à sa propre succession, a en face de lui un seul candidat à la personne de Abdulkader Dambajou, président de l'équipe Grande Mosquée, 2e division de Niamey. La salle de conférence de la Bourse du Travail d'Agadez archi-comble avec la présence de tous les délégués des clubs de première et deuxième division, les représentants des ligues, les sympathisants et bien sûr la presse sportive nationale. Des invités d'honneur, il y en a beaucoup. C'est tout d'abord les émissaires de la CAF et de la FIFA, Anjoré Moucharafou, en même temps président de la Fédération béninoise de football, Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, le sultan du Lahir, l'honorable Oumarou El Hadj Ibrahim Oumarou, et toute sa cour pour montrer l'importance de la tenue de cette rencontre dans la cité de Lahir, désormais patrimoine mondial de l'UNESCO. Tous les amateurs du ballon rond se sont réunis derrière le gouverneur de la région, le colonel-major Garba Mekido, pour faire de cette cérémonie une réussite. Une cérémonie qui sera ponctuée par plusieurs allocutions. D'abord celle de Jacques Chimier, président de la Ligue d'Agadez, et de Jiris Safeltou, maire de la ville d'Agadez. Tous les deux ont souhaité la chaleureuse bienvenue aux participants et surtout pour le choix porté à la ville d'Agadez pour la tenue de cette rencontre du football nigérien. Ils ont demandé au futur bureau exécutif d'œuvrer pour que le MENA soit toujours conquérant.
Ensuite, c'est au président sortant, le colonel Pelé, de prendre la parole pour rendre hommage à Allah qui a permis à son équipe de remporter des succès retentissants au profit du peuple nigérien. Il a également rendu hommage aux plus hautes autorités du pays, le président de la République et le Premier ministre qui ont su apporter le soutien nécessaire au football nigérien. Le colonel Pelé n'a pas manqué de réitérer ses remerciements à la CAF et à la FIFA, aux dirigeants sportifs, aux footballeurs acteurs clés de la réussite de son mandat, sans oublier les partenaires parmi lesquels Orange Niger. Le président sortant a rappelé par ailleurs son credo en prenant en 2009 les commandes de la FENIFOOT. Il s'agit de l'édification des bases solides et du rassemblement des acteurs. Dans une brève allocution, le directeur général des sports, Abdoulaye Mahamadou, représentant le ministre en charge des sports, a demandé aux délégués d'élire des hommes et des femmes capables de conduire les destinées de notre football. Dernière intervention, le discours d'ouverture du gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido, qui s'est réjoui de voir en face de lui une jeunesse sportive rassemblée autour d'un idéal, le football. Il a émis une pensée à la mémoire des disparus suite aux attentats d'Agadez et d'Alit, des faillants militaires en mission de défense de l'État, que leur âme repose en paix. Le colonel-major Garba Mekido a dit que le football est un véritable moteur de rassemblement et de développement, en témoignent les victoires du MENA national, des résultats qui ont ému tout le peuple nigérien. Après cette cérémonie officielle d'ouverture animée par des troupes culturelles, les travaux à proprement parler vont démarrer avec la vérification des mandats, l'adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale, la présentation du rapport moral de la saison en cours, la présentation du bilan et des états financiers de la saison en cours et enfin l'élection du nouveau président de la FENIFOOT. Et à l'issue de cette AG élective, c'est le colonel Jebril Hima Hamidou dit Pelé qui a été élu pour un nouveau mandat de 4 ans avec sur les 115 votants, 113 voix pour, une abstention et une voix contre. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Comme chaque année, en cette période de grande pluie, les habitants de certains quartiers de la ville de Niamey occupent anarchiquement les voies publiques en érigeant des barricades, ce qui cause des désagréments aux riverains et autres usagers de la route. Reportage Rachida Senjouri et Bachir Abou. L'occupation anarchique des espaces publics se développe de plus en plus dans la capitale. Le phénomène est plus criard en cette période hivernale où l'on constate des barricades érigées un peu partout sur des voies publiques qui passent à la déventure des concessions. Une situation qui complique davantage la circulation des usagers. Les autorités municipales parlent d'une situation intolérable qui va à l'encontre des voies et règlements. Les usagers réagissent face à cette situation. Vraiment, c'est pas normal. Vraiment, surtout à ces moments pluvieux, surtout si vous remarquez de l'autre côté. Les gens sont obligés de mettre parce que sinon on va rentrer dans leur jardin. Les gens, ils ont raison. Ça, c'est la faute de l'État, c'est pas la faute des gens. Vraiment, c'est pas praticable. Il faut qu'on prenne des dispositions pour mieux arranger. Des mesures doivent être prises pour mettre fin à ce phénomène dans la ville de Niamey, à travers notamment des actions de sensibilisation. Le domaine public est régi par les textes et par la loi. Pour l'utiliser ou pour l'occuper, on a des autorisations à demander. L'espace de vie de la personne s'arrête à la bordure de son mur de clôture. Mais de toutes les façons, quand des citoyens font des trucs comme ça, la mairie d'abord passe pour leur demander d'évacuer justement le site. Cette situation interpelle la conscience de tous, population comme autorité. Tout le monde doit s'impliquer pour mettre fin à ce comportement. Et la météo avant la partie magazine, elle prévoit en cours de nuit des activités pluvio-orageuses sur l'Arewa, le Dendi, le département de Gouré et sur les régions de Tillabéri et de Zender. C'est dans une présentation de Aïssa Diallo. Et magazine de cette édition, comme annoncé, la météo prévoit en cours de nuit des activités pluvio-orageuses sur l'Arewa, le Dendi, le département de Gouré et sur les régions de Tillabéri et de Zender. C'est une présentation signée Aïssa Diallo.